Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en marge de l'édition 2025 de Mémoire de l'avenir, une exposition d'affichage urbain qui met en lumière les œuvres d'artistes établis et de la relève. Cette conversation s'inscrit dans le prolongement de l'exposition qui explore les multiples façons d'habiter un lieu, un territoire, une mémoire, un corps. Aujourd'hui, dans le cadre de cet échange, j'ai le plaisir d'accueillir deux artistes dont la pratique performative interroge les notions d'espace, de mémoire et de présence. Léolie Echrari et Florencia Sosarey. À travers ce projet, il ne s'agit pas seulement de montrer, mais de faire circuler des gestes, des récits et des expériences sensibles. Ensemble, elles tracent des lignes de passage et de résonance, nous invitant à repenser collectivement nos façons d'habiter Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal. Bonjour Léolie et Florencia. Bonjour. Dans un premier temps, je vais peut-être vous demander de vous présenter, de nous parler un peu plus de vous, votre pratique, et d'en apprendre un petit peu plus sur vos démarches respectives. Par qui allons-nous commencer Je peux commencer. Oui. Bonjour, je m'appelle Florencia, je suis artiste en art visuel et multidisciplinaire. Donc, je travaille principalement en dessin, en performance, en vidéo et j'intègre la collaboration aussi. Je facilite aussi des workshops, puis je travaille dans le communautaire, un peu comme en éducation populaire. Mes thèmes, disons, ce serait l'identité, la présence, le rapport du corps avec le paysage aussi. Je travaille beaucoup avec l'expérience vécue. Donc, mes expériences personnelles, relationnelles ou sociétales vont venir affecter qu'est-ce que je crée. Puis aussi, plutôt dans les dernières années, je vais aussi m'inspirer du fait aussi d'être une personne de la diaspora latino, originaire de l'Argentine, mais qui est née à Montréal. Donc, donc, cet aspect de dislocation et de distance est de plus en plus présent dans ma pensée. Voilà. Merci beaucoup. Plusieurs casquettes. Oui. Bonjour, je m'appelle Léolie. Je suis membre des clans Samantafa et Tautoa de l'archipel des îles Samoa. J'ai grandi entre les îles le Vanuatu et l'Australie. Je suis artiste en art visuel et médiatique. Je fais de la performance, de la vidéo, des tissus imprimés, des néons, des installations. Et il y a beaucoup de poésie aussi dans cette pratique-là. Et ça fait presque 2 ans que je suis à Montréal cette fois-ci. Je travaille vraiment sur la mémoire, la langue, les langues sensuelles et parlées, en plus du devenir autochtone, je dirais. Merci de vous être présenté à cet exercice de vous présenter. Et puis c'est toujours fascinant de voir quel aspect de son travail on met davantage en lumière. Puis c'est intéressant parce que tu n'as pas parlé de ta casquette de conservatorisme, mais beaucoup plus de ta pratique artistique. Oui. Et, je trouve ça intéressant aussi. Alors en fait, aujourd'hui, donc 3 temps vont structurer notre échange. Mais avant d'entrer vraiment dans le cœur de la conversation, j'aimerais vous poser quelques questions, quand même assez simples, pour découvrir plus intimement à travers votre façon d'habiter et de vous déplacer et d'être présente. Donc première question pour vous, où aimez-vous marcher sans but précis? T'as ouvert les yeux. Je suis très expressive. La caméra. Où aimez-vous marcher sans but précis? Oui. Le parc Jean... non, oh my god. Le parc Jarry. Le parc Jarry. Ok, concrètement. Ouais, puis le canal de la Chine. Ah. L'été. Hein? On se l'avoue. Ouais. Ben, j'ai délaissé un peu la course, mais quand je cours, je disais... Puis je pense que c'est encore une notion que j'aime, mais j'aime explorer un peu, comme pas avoir une route. Donc, aller courir, aller me balader. Sans but précis, la montagne, le Mont-Royal. Ouais, par l'entrée arrière, Outremont. Ouais. Merci. Seconde question, une frontière que vous aimez traverser.
Et quand j'entends frontière, ça peut être une frontière symbolique, une frontière réelle. Ouais. Je peux en nommer deux. Drôlement, leur performance, je pense que ça a été ma plus grande peur. Donc, y aller, ça a été traverser une frontière peut-être personnelle. Aussi, je pense que la peur, c'est aussi révélateur de quelque chose à apprendre. Puis aussi, une autre frontière, je dirais, l'assertivité. C'est pas très encouragé culturellement, donc être assertif, c'est un peu comme traverser une frontière de l'honnêteté personnelle et interpersonnelle, je crois, puis construire à travers le conflit. Ouais. Je dirais pour moi, deux frontières importantes, récurrentes, c'est entre l'épuisement professionnel vers le plaisir, vers la douceur. Et ça peut prendre juste un 5 à 7 mais avec des amis, mais voilà, c'est important de se souvenir du corps dans lequel on est. Et puis une autre frontière, c'est quand je m'approche des océans. En fait, on parle de plusieurs océans, mais il y en a juste un sur cette Terre. C'est une planète plutôt océanique. Donc je parle... à chaque fois que je revois la mer, l'océan, ça m'apaise. Ça me resitue là où je suis. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander plus de précision quand tu veux dire ce que tu veux dire par il y a un océan Parce que là, on se trouve... j'aime bien, j'ai lu un reportage cette semaine par rapport aux plantes qui envahissent l'archipel de Montréal. Donc, ça doit vouloir dire que ce sont des termes toponymiques récurrents, mais c'est sur le fleuve. Donc, on est un peu plus loin par rapport aux eaux saumâtres où l'eau salée et l'eau douce se rencontrent. Mais surtout parce que je viens d'un archipel au milieu d'un grand océan et j'ai toujours vécu près, je sais pas toujours, mais plutôt vécu près de cet océan-là. Donc je me sens bien sur les rivages des lacs, mais vraiment des océans. Merci beaucoup. Et ma troisième question pour vous, est-ce qu'il y a un objet que vous avez toujours avec vous lorsque vous vous déplacez? Mes clés. Un objet concret, là. Un objet concret. Me dites pas, mais vos clés ou ma carte aux puces. Cellulaire. Ma collection de boucles d'oreilles ambulantes. Donc, il y en a qui restent à la maison, mais la plupart voyagent avec moi. Ok. Tout le temps. Au cas où, en cours de journée, tu veux changer Oui, de... Oh, oui. wow. Puis, c'est aussi se présenter comme il faudrait aux personnes qu'on rencontre ou au territoire qu'on rencontre. J'ai pas un objet aussi symbolique. J'ai vraiment porté à nommer des objets utilitaires, ma bouteille d'eau, mon calepin. J'ai souvent un calepin, même le plus petit, là, qui rentre dans ma poche, ou dans mon plus petit sac banane. Un calepin, un crayon. Mais même la bouteille d'eau, hein, c'est important de s'hydrater. Oui. C'est des choses importantes à mentionner. Merci d'avoir répondu à ces questions un peu plus intimes. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif de la conversation. Donc, comme je précisais, en 3 segments. Et le premier, donc, habiter un espace. Et je commence avec ma première question de ce segment. Lorsque vous entendez l'expression habiter un espace, habiter un lieu, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et quelles images ou quelles réflexions, souvenirs, cette idée fait-elle surgir? Je pense d'abord au fait de traverser un territoire, de faire sa connaissance et puisque je ne viens pas d'ici, j'essaie de traverser ce territoire avec une certaine douceur, de pas trop
mal me comporter. Euh, et puis habiter ce territoire, habiter ces lieux, ça me fait vraiment penser... euh, là, j'ai complètement perdu le fil. Euh, en fait, ça me fait penser à la construction sociale d'une appartenance à une collectivité. Donc, il y a 2 ans, j'ai déménagé dans mon quartier. Et la même semaine, j'ai découvert que j'avais déjà des amis qui vivaient dans les rues voisines. Donc, je suis comme, ah, ok. Donc, c'est comme ça. Soudainement, des responsabilités, des gens avec qui me balader dans ce parc Jarry. Ou... Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, qu'est-ce que l'expression donc habiter un lieu signifie-t-elle pour toi? Ouais. Et est-ce qu'il y a une image qui te vient en tête ou peut-être une réflexion lorsque tu penses à cette idée d'habiter un lieu ou un espace? Ouais. Je pense que mon flash, c'est aussi d'aller vers des... je fais de la visualisation, là, mais si je me présente, je me rends dans un espace ou dans un lieu duquel je suis inconnue ou qui m'est inconnu, mais la quiétude, c'est important. Le silence, l'observation pour reconnaître qu'est-ce qui est autour de moi, puis pour ressentir qu'est-ce qui est déjà là, en termes de présence, de paysage, d'objets, d'artefacts, s'il y en a. Donc, vraiment comme une observation incarnée, ressentie. Puis une curiosité aussi, toujours être dans la curiosité de l'autre. Puis l'autre, l'espace. Je dirais l'espace est vivant, l'espace a été vécu. Donc, curiosité envers ça. Je me suis perdue moi aussi. C'est comme une question en 2 segments. Le deuxième segment... Oh mon Dieu, je me suis perdue. Non, parce que je pense que le deuxième segment, c'était plus sur les images et les réflexions qui émergent. J'ai Ouais. pas répondu à ça. Réflexions qui émergent, les images, mais ça me fait penser à un projet antérieur que j'ai fait dans les dernières années. J'étais en résidence, en fait, en Argentine, dans une des plus hautes montagnes du pays, qui est même pas la plus haute, en campagne. Puis c'est vide aussi, c'est la fin de l'hiver, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de population. Donc c'est un peu comme aller à la rencontre d'un paysage aride, d'une population qui a déserté aussi, parce qu'il fait trop froid. Les animaux, c'est aussi un paysage, c'est le paysage en entier qui est dans son absence aussi, dans l'absence de son habitude un peu. Donc observer ce cycle-là, puis mon rapport à ce lieu qui est dans ma propre histoire. Donc c'est comme essayer de voir les couches des saisons, mais des années. Donc c'est beaucoup dans le ressenti. Puis essayer d'accueillir ça après avec la pensée peut-être poétique. Je capte des images. Si je vais concrètement, je vais par la caméra, par le dessin. Je fais du dessin abstrait, donc il y a beaucoup... ma manière d'habiter, de comprendre qu'est-ce qui m'habite, ça passe à travers le dessin, qui est une forme d'écriture non-verbale. Ouais, si je peux... Je m'arrête là. Merci. Puis tu réponds partiellement à ma prochaine question, qui est de savoir finalement quel type d'espace ou de lieu nourrissent vos pratiques artistiques. Et là, tu donnes un exemple plus concret, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent en tête de façon... oui, quel espace, quel lieu ou quel territoire au pluriel ou singulier nourrissent et enrichissent et informent vos pratiques artistiques? Je parlerai... Enfin, pour moi, c'est directement les archipels, tout archipel, que ce soit Porto Rico, Mauricaine, l'archipel de Montréal, l'archipel des Samoa, le Vanuatu, les îles hawaïennes. Chaque archipel est important, bien sûr, pour les populations humaines et non humaines qui les habitent, mais qui y habitent, mais c'est aussi, surtout quand je repense
au symbolisme, à la gouvernance, à la visitation qui a lieu sur les rives. Donc c'est très fructueux comme lieu pour moi. Symboliquement, bien sûr, mais j'essaie vraiment de penser en gestes concrets et de traduire l'abstraction des possibilités en art ou en écriture ou en projet. Oui. Mais c'est fascinant parce que moi tout de suite ça fait écho aux cosmogonies africaines et toutes ces réflexions autour des divinités aquatiques et ces espaces marins qui viennent nourrir une spiritualité aussi très riche. Et c'est fascinant que d'un espace géographique à l'autre, il y a quand même une histoire, un territoire qui sépare ces espaces, mais quand même un lien très riche avec ces spiritualités africaines. En tout cas, moi, désolée, ça me faisait penser à ça. Mais je pense aussi aux montagnes. Il y a un territoire sacré près de là où vivent mes parents, ici à moi, où on avait, avant l'arrivée du christianisme, un temple de la divinité pieuvre, Fée. Et c'est un peu en ruine, et c'est quelque part dans la jungle. Donc, chaque fois, avec mon adelphe et mon frère, on essaie de trouver. Mais c'est comme... On sait que la plupart de notre histoire dans cet archipel, qui s'étend sur des milliers d'années, est là un peu dans les ténèbres. Il faut encore que mon peuple retrouve sa mémoire. Se reconnecte à cette mémoire. Oui. Quel type d'espace? J'essaie de me rappeler. L'espace social. Les relations sociales m'inspirent beaucoup. Comprendre comment l'interdépendance nous influence ou nous co-construise en tant que personne. Donc l'espace social, mais après la solitude aussi, influence la solitude. Après, je crée beaucoup dans les espaces ruraux. Je pense qu'il y a comme... cet espace-là me laisse respirer un peu plus dans ma pensée artistique, mais ça part beaucoup de mes relations sociales. Quel type d'espace? Je sais que j'ai commencé à travailler dans ton quartier. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé concrètement, là, un peu dans le public, là, dans l'hospitalité. Puis cet espace pour explorer le soin, une espèce de soin très, très actif pendant un nombre d'heures assez précis, informe beaucoup ma pratique après. Ouais, comme... juste pour savoir comment interagir avec les gens, qu'est-ce que les gens ont besoin, comment lire aussi les espaces. Il y a vraiment comme l'espace entre les gens, entre les lieux, cet espace-là où le vide se ressent. C'est vraiment c'est là partout, en fait. Ouais. C'est intéressant de voir comment finalement ces espaces-là informent vos pratiques. Puis j'aimerais savoir aussi comment la performance vous permet de transformer la relation à un espace. Est-ce que votre performance transforme elle-même l'espace? Et est-ce qu'elle permet d'activer ou de révéler ou de transformer justement cet espace-là? Oui. Une question à plusieurs volets. Et tu peux répondre à un volet si tu le souhaites. Désolée, parce que j'aime beaucoup poser des questions à plusieurs volets, mais s'il y en a un qui interpelle davantage. Je ne sais pas si une performance transforme un espace. Elle utilise un espace. Peut-être transforme le lien avec le public. Si je vois des gens, nous sommes des personnes, on se côtoie comme ci, comme ça, mais après, quand on a un rôle en tant que performeur ou ce positionnement-là, on institue un type de présence et on demande un type d'attention.
Puis là, ben, il y a aussi comme... Ben, il y a la relation qui commence, puis je crois que je vais perdre mon fil, là. Je vais dans l'abstraction, on dirait. Mais il y a la performance, il y a différents types de liens, là, comme il y a la performance où je suis toute seule avec moi-même, je fais mon truc. Mais il y a aussi la performance avec, vraiment comme créer avec la présence de l'autre, puis avec la réaction, puis avec qu'est-ce qu'on fait dans l'espace, puis qu'est-ce que l'espace te fait à toi. Donc, l'espace d'improvisation est important, où la chance, le hasard est un matériel avec lequel on peut jouer. Donc, tous ces éléments-là viennent habiter un espace. Puis je pense que le lieu où une performance se donne des différentes possibilités aussi à la performance. Là. Des fois, c'est très contraignant, puis il faut planifier. Puis d'autres fois, c'est tellement ouvert qu'on peut jouer beaucoup. Ouais. Je pense pour rebondir, je prétends pas être une personne performeuse qui transforme un lieu quelconque. Je suis transformé par tous ces lieux, tous ces états d'être, de devenir. Pendant que tu parlais, je me suis rendu compte que j'ai jamais fait une performance chez nous aux Isamois. Plusieurs fois, j'avais une subvention, j'avais un projet, puis il y avait une pandémie qui a gâché tous les plans. Donc, il y a toujours comme un obstacle structurel planétaire qui vient changer la donne. Donc, je suis toujours en mode visitation. Quand je fais une performance en Australie, à Hawaï, ici, au Québec, au Canada ou ailleurs, en Europe. Donc, c'est comme une offrande, j'espère. Et je pars vraiment du principe que être personne qui rend visite, ça veut dire que quand on offre quelque chose, on propose quelque chose, mais c'est peut-être juste moi qui est transformé, je sais pas, qui suis transformé, mais c'est... Après, en même temps, il y a des choses que je peux faire en vidéo ou en tissu ou en installation que je peux pas faire. Après, il y a aussi des choses que je peux uniquement faire par la performance. Et donc, pour moi, c'est dans le registre de la cérémonie, de la gouvernance dans le sens autochtone, où on comprend tout ce qui est relationnel et tout ce qui est lié et responsable envers les différentes composantes. Donc, la performance est vraiment important pour moi dans ce cadre-là, d'un univers où on doit activer par des gestes les relations et les devoirs les uns envers les autres. Merci beaucoup. Puis je trouve que c'est très beau cette humilité aussi de reconnaître être transformé par l'espace, transformé par le lieu, et pas avoir la prétention justement de transformer le lieu. Et moi, je posais cette question parce que il y a des réflexions qui m'habitaient récemment, celle d'un sociologue français, il me semble son nom, Jean-Didier Urbain, qui parle justement de l'espace, en fait, qui définit l'espace comme un vaste étendu, et qui, au sein de ce vaste étendu-là, le lieu, c'est finalement une parcelle de cet espace dans lequel on a posé un discours. Et c'est ces réflexions-là qui m'habitaient lorsque je formulais cette question, parce que je trouve qu'il y a aussi un discours très poétique aussi et très, très fort à travers la performance, et qui, lorsque l'espace vous habite de cette façon-là, qui vient d'une certaine façon. Tu sais, moi, quand je pense à la Fonderie Darling, et là on abordera notamment le projet que tu présentes dans le cadre de cette exposition, l'espace devant la Fonderie Darling, maintenant, en fait, moi, je t'y vois toi. Et en fait... c'est moi.
Mais je André trouve... Florentia, si tu veux. C'est ça. Mais je trouve qu'il y a... En résidence en permanence. Ah oui. Mais je trouve qu'il y a vraiment une capacité à avoir transformé ce lieu, de l'avoir marqué de sa présence, de l'avoir marqué de son histoire et de l'avoir marqué de son corps. Et potentiellement, c'est pas vos prétentions, mais il y a quand même quelque chose qui se fait, du coup, de ma part, où je peux pas, là, actuellement, dissocier ce lieu de ton corps. Mais je poursuis avec... Oui, vas-y, dis-moi. En fait, j'allais dire que c'est pas parce qu'on est transformé par les lieux que le lieu n'est pas transformé par la performance qu'il n'y a pas de mémoire. Quand je repense à cette performance dans le Downtown Eastside que Rebecca Belmore a faite il y a plusieurs décennies de ça déjà, c'est marquant, c'est émouvant, ça te met par terre, genre, c'est toujours aussi... Et là, on voit juste la vidéo de la performance, mais j'essaie de me placer dans ces ruelles, à penser à ce fléau, cette épidémie de femmes et filles et personnes bispirituelles assassinées et disparues. Ça n'a pas cessé. Tout à fait. Puis, c'est ça, ce genre de performance qui, au moins pour nous, qui savons que ça a eu lieu, c'est dans ces espaces-là. Et je suis revenu d'un voyage la semaine dernière sur la côte ouest, avec comme un devoir de mémoire en tête. Quelles sont les performances qui ont eu lieu ici par des gens qui nous ont précédés, qui sont peut-être plus de ce monde. Et comment est-ce qu'on rend justice à leurs offrandes. Je vois aussi, je sais pas, j'ai un flash de performance aussi que j'ai vu il y a quelques années au festival Viva Hors Action, qui est une biennale à Montréal, sur leur performance. C'est un artiste, une artiste de New York, je suis pas sûre, Keon Gaskin, qui a performé aux ateliers Jean-Briand, un très très grand entrepôt dans Saint-Henri. Puis sa performance, je considère que la performance peut avoir transformé le lieu, mais surtout parce que le contexte de rassemblement était la matière, en fait. C'était pas vraiment une performance nécessairement qui était face à un public, je fais mon truc, puis tout, mais c'était vraiment, c'était annoncé, vous êtes mon matériel, donc si vous voulez quitter, pas faire partie de ma performance, quittez. Puis il y avait toute une notion de déplacement, puis d'utilisation de l'architecture de l'espace, du rythme des gens aussi, de leur attention. C'était vraiment c'était hyper ponctué de coprésence et de réaction. Donc, c'est sûr qu'il y avait de la planification là-dedans, mais ça a pu transformer le rapport à l'autre et le rapport à soi aussi, comme en tant que spectatrice, parce que nous étions matière. Donc, oui, c'est ça. Je crois que ça peut être transformateur pour soi en tant que performeur de présenter quelque chose, parce qu'on passe à travers quelque chose qu'on n'a jamais vécu, même si ça a été pratiqué. Le fait de le faire face à un public est transformateur en soi. Puis aussi, la notion d'inconnu est toujours présente, même si on planifie tout. Je crois que moi, je suis pas fan numéro 1 de tout planifier. Il faut qu'il y ait de l'espace pour que je vive, pour que je fasse l'expérience de ma propre idée. Parce que ce que je fais, je considère que ce que je fais, c'est quelque chose qui me traverse et quelque chose qui m'arrive aussi. C'est une question d'autorité un peu, puis de relation à l'idée aussi. Mon idée, elle est vivante, autant que moi. Donc, c'est ce rapport... j'essaie d'avoir ce rapport d'égalité, en quelque part, avec la création, un peu. C'est l'espace aussi pour recevoir, je Exactement. Ouais. Mais du coup... De quoi on parle? Revenons au projet qui nous amène ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus justement des œuvres que vous présentez dans le cadre de l'édition 2025 de Mémoire de l'avenir et finalement comment ces réflexions que nous avons abordées traversent
ces projets que vous avez portés. Oui. Moi, je présente une image tirée de l'œuvre de performance Comment rester, que j'ai présentée à la Fonderie Darling à l'été 2024. C'était une performance qui faisait suite à une résidence que j'ai faite en Gaspésie avec la fonderie, à Matapédia, un village dans une vallée où il ne se passe rien, en septembre, octobre, novembre. Donc, il y avait, dans ma performance, j'essayais d'explorer le rapport au paysage, à l'absence de communauté, à cette coexistence que j'ai besoin pour créer, puis aussi aux éléments naturels là, qui étaient présents, les rivières, les arbres, les montagnes, tout ça, puis qu'est-ce que ça représente aux yeux des gens de manière, on va dire, publiquement, ce rapport à la nature, l'accessibilité à la nature est en majorité privatisé. Donc, c'est ce rapport à l'accessibilité, du bien-être aussi. Puis cette performance-là est partie d'une action que j'ai faite en Gaspésie où pendant cette résidence, j'ai accumulé beaucoup de tissus. Ma seule activité hebdomadaire, c'était aller à la friperie le mercredi matin, aller chercher des tissus monochromes. Parce que c'est ce qui m'inspire, puis parce que souvent je vais dans les résidences les mains vides. Puis je m'inspire de ce qui est là, ou de ce que j'y trouve, pour essayer d'être vraiment présente, en fait. Puis j'ai accumulé ces tissus, puis mes marches, je traversais la rivière à tous les jours. La rivière qui était privatisée, qui devenait de plus en plus froide aussi. L'accès à l'eau, c'était un peu la cour arrière des maisons. Puis, donc, la baignade aussi, il fallait comme enfreindre des terrains privés, puis tout. Puis à ce moment-là aussi, c'était l'invasion à Gaza qui arrivait à ce moment-là, le 8 octobre. Puis moi, j'étais toute seule en Gaspésie, donc ne pouvant pas vraiment participer à toute action politique communautaire collective. J'y étais là, puis ce lien avec la rivière, puis la communauté était très, très présente. Puis, symboliquement, mais j'ai utilisé ces tissus-là pour m'envelopper, pour participer à une conversation. C'était comme être en conversation avec les autres pouvait avoir lieu en m'enveloppant avec des tissus. Donc, je me suis vraiment toute enveloppée. Puis, je suis entrée dans la rivière avec tous les tissus. Donc, c'est cet élément de protection qui est devenu, en fait, une lourdeur. Puis, la rivière qui est un symbole de liberté, de circulation des eaux, aussi de frontières, mais d'éléments qui permet le déplacement qui peut être forcé ou le déplacement qui est choisi. Donc, il y a tous ces éléments qui sont provoqués un peu par les problèmes sociétaux mondiaux. Puis je voulais réfléchir à comment les éléments naturels incarnaient et matériels comme les tissus. Donc, je suis rentrée dans l'eau. Ces éléments de protection deviennent hyper pesants. Donc, on est un peu comme laissé à soi. Puis je sortais de l'eau. Puis c'est tout, en fait. C'est une action très simple. Puis, pour la fonderie Darling, j'ai voulu ramener l'eau glacée et le tissu. Puis, de réfléchir à comment est-ce que je pouvais créer cette solitude avec les éléments, puis contextualiser l'inconfort, en fait, de cette solitude-là et la recherche de communauté, d'ensemble. Puis il y a toujours un élément contradictoire dans ma pratique. Je fais des choses, des actions un peu incommodantes, mais j'y trouve confort, ou une balance précaire.
dans les images que je crée ou dans le geste. Puis là, c'est ça. Donc, j'avais 53 blocs de glace que j'ai faits. Puis à l'intérieur de la majorité de ces blocs de glace, il y avait les tissus que j'avais accumulés. Puis pendant le déroulement de cette performance de 3 heures, je les manipulais, je créais un rapport d'intimité avec l'élément glacial, pour aussi aller chercher une transformation d'éléments, la fonte, je veux dire, l'eau en glace, mais aussi qui est un élément de transformation intérieure, de déblocage, comme de libération d'une certaine identité. Puis tous ces éléments qui sont disposés d'une manière très, très quadrillée deviennent accumulation, amas dans lequel j'habite ou j'essaie d'habiter. Donc, me créer des espaces de confort hyper précaire. Puis je considère ça un peu comme la réalité, là. C'est comme ça. Puis, donc, j'explore aussi le mouvement et la présence, le mouvement du corps à travers ces blocs d'une manière un peu incongrue. Puis j'y restais. Parfois, je trouvais des positions que je pouvais vraiment garder pendant un certain temps. Donc, l'image que je pense avoir créée, c'est un peu comme... Ça semble un peu confortable parce que je suis capable d'y rester, en fait. Puis après, il y a un déplacement. Puis après, c'est de l'eau, c'est de la glace, c'était une canicule, il y avait un public qui attendait. Donc, dans cette attente de cette action qui se déployait en lenteur, j'ai aussi amené de la fraîcheur au public. J'ai un contact avec le public qui est très chaleureux, là. J'avais le désir d'accueillir les gens dans cette maison paysage en construction. Puis, tout au long de la performance, j'essayais vraiment de sortir les tissus, en fait, de faire communauté, en fait, de le tissu qui est le symbole de ce qu'on porte, de ce qui nous protège, de ce qui nous habille, de ce qui nous lie, de ce à quoi on s'identifie. Donc, je voulais vraiment pouvoir construire quelque chose. Puis cet élément-là n'est pas construisable seul. Donc, j'ai appelé à la participation. Puis là, il y a aussi comme les éléments cathartiques, briser de la glace. C'est littéralement ça! Littéralement. Briser de la glace pour parler aux gens. Puis là, c'est tout comme... C'était une œuvre qui était assez... contemplative, un peu lourde. C'est très dans l'horizontalité aussi. J'étais souvent au sol. Je voulais aussi explorer le sol comme espace paysage. Puis là, c'est ça, appelé à briser la glace, ça a créé comme le soulagement un peu là, de la tension et l'attention. Puis là, il y a l'élément du jeu, de l'improvisation, de l'individualité aussi qui prend place. Donc, puis là, ça a tout créé une genre de micro-communauté où on s'entraidait pour libérer les tissus. Puis pour les étendre, en fait, faire un genre de grand quilt non attaché au sol. Puis c'est ça, donc aller vers quelque chose de trouver de la fluidité à partir de quelque chose de solide, qui est à la base solide, mais transformable. Ouais. Donc, c'était ça, mon œuvre. Merci. C'est long. Mais tous ces éléments et tous ces gestes étaient importants, je pense, à préciser pour véritablement comprendre finalement toute la réflexion qui a porté ce projet qu'on capture à travers cette image-là et ce poster qui fige juste un moment. Et je pense que c'était vraiment précieux que tu prennes le temps de nous donner tous ces éléments-là. Je me tourne vers toi. Oui, étude pour Awaoli. C'est une série de photos que j'ai réalisées en juillet ou 2020 avec Stuart Miller, photographe ami de Sydney en Australie. Lors de son passage dans le désert centre-australien, c'était le moment
du confinement entre les États et les territoires en Australie. Donc, je ne pouvais pas revenir à Montréal, j'étais un peu bloqué là-bas. Et suite à une déprime, une dépression de plusieurs mois, il m'a écrit, il venait dans cette petite ville de région, Alice Springs, Mbandwa. C'est une ville coloniale où il y a beaucoup de violences policières envers les peuples autochtones locaux, mais également beaucoup de centres d'art autochtones. Donc, c'est comme la mise en marché de leur art est vraiment présente, mais aussi c'est juste comme l'art qui peut circuler et pas l'existence des gens, leur intégralité. Donc c'est vraiment un territoire difficile. Et moi, je me retrouvais là avec mon chum, et donc j'essayais de voir comment je pouvais créer tout court dans ce genre de contexte contesté. Et donc en fait, on a tourné une œuvre vidéo et cette série de photos en même temps. Awauli, ça veut dire midi en langue samoane. Et donc c'est la deuxième œuvre d'une série que j'appelle Sapoviliata Ole Atumotu. Les images en mouvement, non, pardon, les écorces battues en mouvement à travers l'archipel en langue samoane, et où je suis toujours en train de la terminer, mais ça commence à l'aube, ça va terminer à minuit, où j'essaie de me placer en 2025 et au-delà, dans un avenir proche, par rapport à 2020, où on se sentirait guéri des maux du colonialisme occidental, et où la honte incarnée dans nos corps, promulguée depuis Londres, Paris, etc., n'est plus là. Donc j'espérais qu'on serait ailleurs. Et puis donc là, je repousse l'échéancier plus loin. Mais c'était vraiment aussi une façon pour moi de traverser doucement ce territoire d'argile. Vraiment juste au sud, à 10 minutes du centre-ville de cette petite ville dans le centre de l'Australie, mais qui est le fond marin d'il y a 300 millions d'années. Donc il y a aussi ce lien parce que cette planète est océanique et aquatique. C'était intéressant, et donc je commence à faire doucement les gestes d'une des danses coutumières samoanes avec, au lieu d'une écorce battue, de l'écorce du mûrier à papier océanien. Là, en l'occurrence, c'est un super beau tissu scintillant. Aussi parce que un des aînés qui m'a mentoré, Brian Martin, artiste et professeur à Melbourne, à l'université Monash où j'ai fait mon doctorat, lui m'a parlé du fait que quand la lumière scintille sur l'eau, c'est là où le savoir autochtone est né. D'où jaillit ce savoir-là. Donc, ça reste, c'est une image, mais c'est aussi, selon lui, une vraie chose qui a lieu à tous ces moments-là. Parce qu'on est tous sur cette planète des peuples d'observation sur la durée. Donc, c'était aussi une façon pour moi de revendiquer un bien-être autochtone-queer, une joie qui pourrait être incarnée à la place de cette honte qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et je pense aussi, c'est aussi le fruit de plusieurs semaines de recherche en ligne à propos enfin, j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder les images numériques des œuvres d'écorce battue des Isamois, dont la plus ancienne que j'ai trouvée est en Écosse, très loin de chez nous, et très loin d'accès pour la plupart des personnes samoanes dans le monde. Et la vidéo et la série de photos sont accompagnées en fait d'un poème en anglais, en samoan et un peu en français, et font toujours partie d'une archive que je veux
que je souhaite être comment dire, au service d'une meilleure compréhension de l'histoire samoane. Donc, il y a des doctorats, des PDF de plein de choses, des entrevues avec des artistes, pour essayer de me construire et de m'inscrire dans une histoire de l'art qui n'est pas définie par les anthropologues. Margaret Mead, en passant, qui a fait tous ses travaux de doctoraux dans les Samoa, et presque un siècle plus tard, il n'y a pas un seul programme de bourse pour des filles parce qu'elle a étudié la sexualité chez les adolescentes. Il n'y a rien qui soit une retombée de son passage là-bas. Et après, il y a des halles un peu partout en son honneur. Anyway, donc, j'ai vraiment voulu, à travers le gestuel, trouver une façon de me connecter à cette histoire de l'art qui est battue, qui est vraiment du territoire, parce que c'est l'écorce des arbres qui est transformée avec beaucoup de labeur en peinture. Qui raconte des histoires, qui nous ancre là où on est, mais on est aussi un peuple de voyage, donc on est à l'aise dans le voyage. Donc, c'est un peu tout ça en même temps, donc l'archive est toujours en ligne. Donc c'est intéressant aussi parce que c'était un projet à l'origine numérique qui ensuite a pris forme dans des galeries et tout. Et dans les rues de Montréal. Et dans les rues de Montréal. Merci beaucoup. Puis je trouve que c'est une douce ironie que cette œuvre prospective, finalement, qu'on la présente en 2025. Oui. Bien que l'échéancier, comme tu l'as précisé, très, très clairement, doit être repoussé. Ça doit être le calendrier de notre culture, en fait, le 2025 d'une autre ère où... oui, effectivement. Comme je l'ai mentionné en introduction, en fait, cette conversation, elle est ponctuée par 3 segments. Cependant, comme on a pu échanger et le préciser tout à l'heure, je pense qu'il faut se laisser habiter par l'imprévu. Et donc là, on a quand même passé beaucoup de temps sur le premier segment. Et je vous invite à potentiellement sauter les 2 derniers segments et conclure sur une question qui est la suivante et qui est très importante pour moi. Si aujourd'hui vous deviez nommer un espace intérieur que vous habitez, que serait-il ? Belle question. Ouais, belle question, un espace intérieur. Est-ce que tu peux répéter la question, juste pour qu'on la vive encore? Si vous aviez un espace intérieur. Si vous deviez nommer un espace intérieur que vous habitez aujourd'hui, quel serait-il ? On peut laisser le temps de se laisser habiter par la question aussi. Là, c'est la psyché, ou Grave. l'architecture. Je me laisse habiter par les rêves, par le subconscient. Aussi, Diane, un peu plus tôt, tu disais que tu t'exprimes beaucoup en métaphore. Aussi, utiliser la métaphore comme très, très informatrice aussi de comment je ressens ou perçois le monde. Le rêve, le prendre un peu comme la réflexion au repos, qui est beaucoup plus révélatrice que la réflexion forcée que j'essaie, de laquelle je passe des heures pendant la journée à réfléchir activement. Le rêve, là, c'est comme si tout faisait surface en quelque part. Écouter ça, espace intérieur. L'eau. Ouais. Quelque chose avec l'eau. Je sais pas si c'est intérieur, là, mais... Non, on est composé d'eau. Oui, c'est ça, on est composé d'eau, faire corps avec l'eau. C'est ça mon travail que je présente. Mais fait circuler, ça aide beaucoup la circulation du vécu.
Mhm. Ouais, ça. Donc, l'eau est le rêve. Je dirais que c'est comme une voix intérieure s- d'angoisse tout le temps. Mhm. Je stresse sur beaucoup de choses, mais euh, je pense que c'est parce que j'essaie de visualiser euh, un espace de justice, Mhm. surtout parce que les personnes qui m'ont mentoré, qui me mentorent encore, ont vécu des choses horribles. Et surtout beaucoup d'injustices. Mhm. Donc je pense souvent je pense que ce serait un espace de justice qui est en devenir et dont on a le devoir de matérialiser, de réaliser. Mhm. Euh, et j'ai vraiment une tantine en tête, Sanna Balai, qui a passé 13 ans au Musée des Beaux-Arts de Melbourne, le plus grand musée d'art en Australie. Je pense que Mhm. je t'ai parlé d'elle une autre fois, Mhm. sans promotion, sans voyage de recherche payé, et parce qu'elle est une femme autochtone noire, tout le monde pensait qu'elle était la femme de ménage, ça c'est de l'entretien, ça c'est correct aussi, mais c'est une personne qui détient qui prend soin de beaucoup de savoir Mhm. pour son clan. euh, donc je pense, elle est encore vivante, donc je veux vraiment essayer à travers ce que je fais, Honoré. de l'honorer et de transformer les malheurs qu'elle a vécus et d'autres personnes comme elle ont vécu en, Mhm. en vraie expérience de justice. Mhm. Euh, je pense que c'est intéressant quand on pense à un espace intérieur parce que c'est pas comme. Ouais, c'est comme en partie en moi et en partie détenu par plusieurs amis, Mm. plusieurs personnes qui ont été et qui sont encore touchées par elle, par d'autres aînés. C'est ça la collectivité. C'est aussi essayer d'aller de rendre réel Mhm. cet espace intérieur. Mm. J'irais aussi, ben, c'est un peu différent, mais la mémoire, l'espace Mhm. intérieur de la mémoire, euh, la faire vivre aussi, mais l'inventer. Mhm. Inventer la mémoire qu'on n'a pas, euh, ouais, vouloir la récupérer ou vouloir la faire perdurer. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis aussi, ben, par toutes les guerres, tous les conflits Mhm. sociétaux, ben, cette mémoire est Mhm. portée à sa disparition. Donc, je crois que mondialement, là, je veux dire, Oui, oui, on oui. veut détruire des mémoires. Euh, donc, penser à sa préservation puis à sa transmission, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Mhm. Ouais. Merci beaucoup. Et même si vous ne m'avez pas posé la question, je vais y répondre. Oui, oui. Euh, Moi, je suis habitée par, par l'amour radical Mhm. et, et je nous souhaite collectivement d'être habités par cet amour radical. Oui. Et c'est sur ces quelques mots que je vais conclure à notre conversation. Puis je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier pour vos partages généreux. Et merci d'avoir permis que nous puissions habiter cet espace et ce moment et de prendre aussi part à ce projet, à la rencontre de l'hôte à travers cette exposition hors les murs. Et voilà, merci Merci infiniment. beaucoup. Merci. Allez, à toute l'équipe. Oui.